Pouvoir commencer. Donc à nouveau, bonjour à tous. Alors je suis Michel Pierre-Paoli, je suis chargé de projet et de développement au Centre d'écologie urbaine. J'anime aujourd'hui ce webinaire en compagnie de ma collègue Isabelle Godette que vous voyez à l'écran, Bonjour. coordinatrice des pratiques collaboratives et développement et une grande experte des budgets participatifs. Nous avons aussi à notre côté Hugo Gladu, notre maître Jedi des communications et de bien d'autres choses que vous ne voyez pas qui est en backup. Donc, pour vous présenter en quelques mots qui nous sommes, le Centre d'écologie urbaine est un organisme à but non lucratif créé en 1996 par des citoyens et des citoyennes engagés à transformer leur communauté de manière durable. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, c'était dans le quartier de Milton Park. Et comme vous l'avez remarqué, c'est il y a exactement 30 ans. Donc, c'est une belle année anniversaire pour nous au Centre d'écologie urbaine. Donc, depuis, le centre pratique et propose des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Nous collaborons également avec des communautés et des municipalités de partout au Québec et nous avons également plusieurs partenariats nationaux et internationaux. Donc, je précise aussi que cette formation est rendue possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH. Donc, parmi les politiques que propose le Centre d'écologie urbaine et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, il y a le budget participatif. Donc, je vais souvent dire le BP, c'est l'acronyme pour le budget participatif, puis je vais des fois utiliser aussi centre pour dire le Centre d'écologie urbaine. Donc, le BP, cela fait 20 ans que le centre en fait la promotion au Québec. Et nous avons accompagné à date plus de 30 processus, ce qui fait de nous les leaders dans le domaine. Nous sommes également membres de People Power, qui est un réseau international d'experts en démocratie participative. Et enfin, nous sommes co-initiateurs du réseau France-Québec sur le BP et partenaires de Participatory Budgeting Project qui est aux États-Unis. Donc, notre formation d'aujourd'hui, elle a plusieurs objectifs. Ce qu'on vise à la fin de la formation, c'est que vous soyez en mesure de comprendre ce qu'est, en gros, un budget participatif, mais surtout son intérêt et son potentiel transformateur. On souhaite aussi que vous connaissiez les conditions gagnantes pour réussir un processus de budget participatif. Et enfin, on va vous présenter les outils disponibles que nous avons fait au Centre d'écologie urbaine pour passer à l'action. Donc voici le programme de ce matin. On va commencer par une introduction et une mise en contexte, ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va vous permettre de comprendre un peu plus ce qu'est le budget participatif, l'engouement qu'il suscite au Québec. On va vous aider à dénouer quelques mythes et réalités du budget participatif, les bénéfices et les conditions gagnantes d'un budget participatif, et enfin, on va vous présenter notre boîte à outils. Surtout, à la fin, on va se laisser à 15 minutes pour une période de questions. Donc maintenant que vous en connaissez un peu plus sur nous, ben nous, on aimerait aussi en connaître un peu plus sur vous. Et puis, ben, savoir un petit peu votre connaissance à vous du budget participatif. Donc, mon collègue va vous partager un petit sondage que vous allez pouvoir remplir. Dans ce sondage, vous allez pouvoir indiquer votre niveau de connaissance, donc qui va de 1 à 5. Donc, 1, c'est peu ou pas de connaissances, jusqu'à 4, excellent, voire 5, vous êtes un expert du sujet. Donc, vous allez pouvoir le remplir et puis je vais voir à l'écran. OK, parfait, ça s'affiche. Excellent. OK. Et puis, vous allez aussi pouvoir inscrire dans le chat, si vous le voulez bien, nous indiquer si votre municipalité a déjà mis en œuvre un BP. Donc oui, non. Puis si oui, combien éventuellement. OK, donc je vois s'afficher. Donc on a plutôt du 2, du 3, un peu de 4, un peu de un. OK, donc c'est bon. Il n'y a pas d'expert, c'est parfait. On s'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas un expert. Mais vous, tout le monde connaît un petit peu, en tout cas. La plupart d'entre vous connaissent un peu. Est-ce qu'on a des municipalités qui ont... Alors, que je regarde le chat. Vous pouvez écrire dans la boîte de conversation, dans le bas de votre écran, Ouais. dans le Non, chat. une fois, OK.
À Magog, une fois. Parfait. Non, non, oui, une fois. Ah, donc, toujours à Magog. Laval, non. On prépare le deuxième à Boucherville. OK, parfait. Mhm. Une fois, un organisme partenaire. Parfait. Trois fois dans mon district. Parfait, à Sherbrooke. Mhm. OK, donc on a quelques municipalités quand même qui en ont fait. La plupart J'en d'entre profite, vous, non. j'en profite pour dire, lorsque vous avez des réalisations, des documents, nous, ça nous intéresse toujours d'en entendre parler. N'hésitez pas à nous écrire pour partager vos bons coups. Mhm. OK, parfait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Ça nous permet d'avoir une petite vue sur vos connaissances. Ah, il faut que je revienne là. Très bien. Eh bien, écoutez, à présent, nous allons nous intéresser plus précisément à la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, donc le budget participatif. Donc, pour cela, on va vous proposer une petite vidéo réalisée par le Centre d'écologie urbaine qui explique en un peu moins de 4 minutes les fondamentaux de ce qu'est un BP. Je vous envoie la vidéo. Et si on réinventait nos façons de décider dans nos collectivités? C'est ce que propose le budget participatif en misant sur l'engagement citoyen. Un budget participatif est un processus démocratique qui permet de décider collectivement de l'utilisation d'une portion du budget. Un peu comme si le budget était un potager où on laisse la population choisir ce qui sera planté dans une parcelle. Pour ce faire, les membres de la communauté sont invités à proposer des idées qui mèneront à des projets concrets pour améliorer leur milieu de vie. Milieu municipal ou scolaire, organismes, entreprises, toute organisation jonglant avec des budgets peut profiter de l'effet rassembleur d'un budget participatif. Dans une municipalité, le budget participatif permet aux élus d'ouvrir le dialogue avec les membres de leur communauté et de les impliquer directement dans les décisions qui impactent leur quotidien. Le processus est lancé par les élus qui décident du budget et du calendrier et forment un comité responsable du budget participatif. Le comité, composé de citoyens et citoyennes, de membres d'organismes et de responsables de services de la ville, est chargé de déterminer les paramètres du cycle du budget participatif. Une fois les règles établies, la population entre en scène pour proposer ses idées. Et ça tombe bien, des idées pour améliorer sa ville, la population de Notre-Dame de la Participation en a plein. À l'école, on en a parlé, puis on proposerait de réaménager le terrain de soccer du parc d'à côté. Avec mon voisinage, on aimerait vraiment ça qu'un terrain municipal soit transformé en marché fermé. Avec les membres de l'association du parc, on aimerait valoriser sa biodiversité unique avec un sentier pédestre éducatif. Chaque personne a l'occasion d'exprimer les besoins de sa communauté et ses aspirations pour sa ville. Prochaine étape, le développement des projets. La population précise et priorise les idées afin de développer des projets concrets. La ville analyse ensuite leur faisabilité et leur attribue un coût. Puis, on passe au vote. Peu importe l'âge ou le statut de citoyenneté, tout le monde a la possibilité de se prononcer sur les projets présentés. Finalement, la municipalité prend le relais et réalise les projets retenus. Elle évalue ensuite les bons coups du processus et les points à améliorer avant de recommencer le cycle. À Notre-Dame de la Participation, le budget participatif a dynamisé la vie démocratique locale. En se mobilisant pour le bien commun, la population comprend maintenant mieux les rouages de sa ville et profite de nouveaux espaces de dialogue. L'expérience de la ville a même inspiré l'organisme Coup de théâtre à se lancer dans son propre budget participatif qui a permis de développer avec des jeunes défavorisés un projet théâtral témoignant de leur réalité. De par son échelle plus réduite, toutes les personnes impliquées dans la démarche de Coup de théâtre ont eu la chance de prendre part concrètement à l'idéation, au développement et à la réalisation du projet et ont eu l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences. Maintenant, je me sens plus outillée pour participer à des prises de décision. Je sens que j'ai vraiment ma place dans l'organisme et que je peux y faire une différence. Partout dans le monde, plusieurs milliers de villes de toutes les tailles ont joint le mouvement, contribuant à renforcer la confiance dans la démocratie locale. Et le Québec ne fait pas exception. Nos municipalités sont de plus en plus nombreuses à ouvrir la porte à de nouvelles façons de décider collectivement en adoptant le budget participatif. Joignez le mouvement et explorez notre boîte à outils.
Votre budget participatif vous attend. Et si on réinventait nos Oui. façons de décider dans nos... Ouais. Ça prenait un petit problème technique, sinon ce OK. serait pas un bon webinaire. Parfait. Excusez-moi pour le petit raté. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a permis de bien saisir l'essentiel des étapes et la dynamique d'un budget participatif. Si ça vous a suscité des questions, je vous invite à les noter et à les garder pour la fin du webinaire. Donc, sinon, comme vous avez pu le constater à la fin de la vidéo, le budget participatif fait partie d'un véritable mouvement au Québec et dans le monde. Donc, quand on parle du BP au Québec, c'est déjà quand même plus de 100 municipalités qui ont expérimenté un budget participatif. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ce mouvement s'inscrit dans une dynamique mondiale importante. Alors, pour vous donner une idée rapide de l'ampleur de ce mouvement, il faut savoir que nous sommes passés en une vingtaine d'années de quelques dizaines, voire quelques centaines, à plus de 10 000 expériences dans le monde. Donc, pour être encore plus précis, on peut noter une véritable bascule entre 2015 et 2020. Et on peut vous partager ici, comme vous le voyez à l'écran, quelques chiffres un peu plus précis pour l'année 2019, avec un nombre moyen de BP par continent. Donc, vous voyez que ça en fait quand même beaucoup. Puis, vous voyez que nous, en Amérique du Nord, on a encore une petite marge de progression. Au final, si en 2019, on pouvait enregistrer plus de 11 700 expériences de budget participatif dans 71 pays dans le monde, vous pouvez imaginer aujourd'hui, on est donc 6 à 7 ans plus tard et il y en a sans doute encore plus. Alors, si on s'attarde un peu sur les raisons de cet engouement planétaire et québécois, on peut y trouver plusieurs explications. Donc, vous le savez déjà, les plus évidentes sont notamment la lassitude et la démotivation citoyenne face aux instances démocratiques traditionnelles. Et comme on peut le voir encore une fois aux dernières élections municipales, la participation reste faible avec malheureusement encore moins de la moitié des Québécois qui se rendent aux urnes. Là, vous voyez le chiffre pour 2025, on est à 41,3% de moyenne. C'est une moyenne, hein, donc c'est quand même différent selon les municipalités et les régions, mais bon, au final, ça fait quand même ce chiffre-là. Et puis, on a aussi quand même un tiers des Québécois qui perçoivent encore leurs élus comme distants, voire déconnectés. Alors, une autre explication qui est un peu en miroir de la première que je viens de vous donner, c'est quand même le besoin de plus en plus affirmé des citoyens et des citoyennes d'être plus écoutés et de participer d'une manière ou d'une autre aux décisions publiques. On a un sondage de l'INM, qui est l'Institut du Nouveau Monde, sur lequel on se base ici. Il est un peu ancien, mais c'est quand même l'un des rares à poser la question aussi directement aux citoyens et aux citoyennes. Et on constate que quand même 94% des Québécois et des Québécoises estiment que leur avis devrait être considéré dans les décisions publiques. On a quand même aussi un 85% des Québécois et des Québécoises qui estiment que les citoyens devraient carrément être impliqués dans les décisions. Donc, de notre point de vue, ça fait quand même parmi les raisons principales qui poussent à innover envers de nouvelles pratiques démocratiques locales, dont le budget participatif. Alors, si on revient un petit peu à l'histoire du budget participatif au Québec, l'histoire commence chez nous en 2006 dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à Montréal. On a aussi la première municipalité qui embarque, qui est Saint-Basile-le-Grand en 2014, à l'époque déjà accompagnée par le Centre d'écologie urbaine. Et comme vous pouvez le voir, au Québec, la bascule s'est faite à peu près à la même période que dans le reste du monde et surtout à partir de 2019. On a quand même aussi là un chiffre qui est très intéressant. Si vous voyez là l'année 2020-2021, si vous combinez les deux années ensemble, vous avez quand même au Québec une personne sur trois qui avait la possibilité de voter pour un BP. C'est quand même assez conséquent. Donc, si le BP a une telle popularité, c'est peut-être aussi parce qu'il est à la fois ancré dans un processus qui est clair, qui est réplicable, mais qui est aussi assez souple pour s'adapter aux réalités de chaque municipalité.
pouvez voir ici, il y a différentes étapes d'un budget participatif qui sont à peu près toujours les mêmes. Donc, vous voyez, il y a une première phase de préparation, on détermine les règles du budget participatif. Ensuite, on a une phase de collecte d'idées, on va vers les citoyens, on veut récolter leurs idées. Ensuite, on développe ces idées, notamment les plus porteuses, en projet. Et puis au final, celles qui sont sélectionnées à la fin sont soumises au vote qui détermine finalement les idées finales qui seront réalisées en projet. Bien sûr, il y a une dernière étape qui est celle de la réalisation concrète des projets. Donc, si ces étapes se ressemblent toujours, par contre, dans leur mise en œuvre, il est possible de les adapter, de les appliquer de différentes façons, disons, et ainsi de s'adapter aux besoins, mais surtout aux moyens de chaque municipalité. Enfin, ce qui nous semble important de mentionner sur ce mouvement, si vous voulez, du BP, c'est que le Québec, eh bien, il joue un rôle quand même très important au Canada. Donc, certes, on n'a pas de données nationales au pays qui nous permettraient de savoir exactement toutes les municipalités qui font des BP, mais quand même, au regard de nos connaissances, la province du Québec semble se démarquer par rapport au reste du Canada. En tout cas, assurément, il y a un élan pour le BP au Québec. Et pour nous, au Centre d'écologie urbaine, cet élan, il est très positif, car il offre des possibilités de développement et d'innovation majeures pour la démocratie locale. En fait, ce que permet un BP, c'est la possibilité de se familiariser avec un processus participatif éprouvé, qui peut être un levier pour adopter ou expérimenter d'autres pratiques participatives. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur le BP ainsi que sur l'engouement qu'il suscite chez nous, on va continuer la présentation en revenant sur certaines croyances ou certains mythes que l'on peut entendre vis-à-vis du budget participatif. Donc ces croyances, elles peuvent être des mythes ou parfois des réalités aussi, puis parfois un peu des deux. Donc on va essayer de démêler un peu le vrai du faux. Et donc pour cette partie, je passe la parole à ma collègue Isabelle Godette. Merci, Michel. Donc, je n'ai pas de roulement de tambour, mais pour chaque petit mythe ou réalité, je vais vous laisser 1 ou 2 secondes pour réfléchir avant de donner la réponse. Donc, premier mythe ou réalité, seules les grandes municipalités peuvent mettre en place un budget participatif. Roulement de tambour, tout, 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 tout. C'est un mythe. Donc, peu importe la taille de la municipalité, le processus peut être adapté selon son ampleur et les activités, là. Donc, on a l'exemple ici de Sutton. Je crois qu'on a quelqu'un de Sutton aussi qui est dans la salle virtuelle. Avec un budget de 50 000 dollars, un comité de consultatif qualité de vie qui existait déjà a soutenu la municipalité pour concevoir le processus, puis aussi animer les activités, ateliers d'idéation, de développement de projet et le vote. Et ils ont eu un très bon taux de participation, de mémoire autour de 18%. Bergeronne, petite municipalité de la Côte-Nord, a impliqué quant à elle les jeunes de la région, donc a ouvert le vote pas seulement à la population, a permis du vote en ligne et du vote à l'école secondaire, avait un budget de 15 000 et on a 319 personnes qui ont voté, donc ça représentait pour les gens qui habitent la population, la municipalité, 21% de la population qui a voté. C'est excellent. Là-dessus, je pourrais dire, on pourra parler dans la période de questions du taux de vote. On y reviendra tout à l'heure. Donc, deuxième mythe ou réalité, les citoyens et citoyennes auront des idées irréalistes. Donc, roulement de tambour, c'est un mythe et parfois une réalité. Donc, c'est un mythe parce que souvent, les citoyens ont des idées qui manquent parfois d'envergure. Par exemple, ils vont demander un banc au coin de la rue ou bien une fontaine à boire dans un parc. Donc, pour nous, c'est important de permettre l'échange qui permet de rêver un peu plus grand parfois.
Mais c'est parfois aussi une réalité par une méconnaissance des coûts. Les gens, presque dans tous les budgets participatifs, les gens veulent des piscines. Donc, c'est souvent au-delà des capacités du budget qui est proposé. Ou des grands réaménagements là, qui dépassent. Donc, c'est important d'avoir des critères clairs et d'avoir des activités qui permettent l'échange et surtout l'éducation de la population sur les coûts des infrastructures, les coûts dans une municipalité. Un banc, par exemple, c'est pas comme si j'allais l'acheter à la quincaillerie du coin. Il y a toutes sortes de frais qui viennent autour de l'installation d'un banc d'une meilleure qualité, d'une base, etc. Troisième mythe ou réalité, mettre en place un budget participatif est complexe. Donc, roulement de tambour. C'est aussi un rite, une réalité et un mythe. J'ai un rite, c'est le nouveau mot pour dire que c'est une réalité et un mythe. Donc, c'est en partie une réalité parce que le budget participatif, c'est un processus qui s'improvise pas. Si vous pensez à une consultation publique que vous avez à réaliser, vous comprenez tout ce que ça représente là, en termes de communication, ressources humaines, penser le message, organiser la discussion. Donc, on peut penser que le budget participatif, faut multiplier l'investissement que d'une consultation publique. Ça demande aussi des ressources humaines là, pour réaliser le processus. Par contre, c'est un processus qui est éprouvé, donc on peut dire que c'est un mythe parce que c'est lorsqu'on est bien outillé, accompagné, surtout pour les premières éditions, qu'on prépare bien le processus, c'est pas si complexe. Et maintenant qu'il y a des outils là, qui sont développés, ça peut aussi vous aider. Quatrième et dernière question de réalité ou de mythe. Mettre en place un budget participatif est dispendieux. C'est aussi une réalité et un mythe. Parce que l'argent dédié au projet, c'est pas obligé d'être de la nouvelle argent. Donc, ça, du nouvel argent. Ça peut être une part de budget que vous avez déjà, mais qui est décidée autrement. Une dépense que vous alliez faire, mais la décider autrement, par exemple avec le budget d'investissement. Ça dépend aussi des ressources de votre municipalité en termes de ressources humaines, là, comme par exemple les travaux publics pour réaliser un projet. Si les travaux publics sont capables de faire l'aménagement qui est proposé, bien, il y a une économie de coûts. Dans les petits milieux, parfois, il y a une économie de coûts là, liée à ça. On n'est pas obligé d'aller en appel d'offres. Notre équipe peut réaliser les projets. Mais aussi, la disponibilité puis les compétences de votre personnel pour animer le processus, coordonner le processus. Ou les citoyens ou les groupes du milieu qui vont se joindre à vous pour le faire. Enfin, même si c'est une dépense, c'est quand même un investissement qui va avoir des retombées intéressantes. Ça permet de briser les silos entre les professionnels, une coopération entre les services, puis une meilleure connaissance des besoins de la population, mais aussi un apprentissage des professionnels d'être en contact directement avec la population. Ça amène vraiment un engagement intéressant de la population. Donc, maintenant, je vais vous parler de quelques bénéfices et conditions. Pour introduire cette section, on a trois témoignages de municipalités à vous partager qui ont réalisé des budgets participatifs. La ville de Repentigny, qu'on a accompagnée dans sa première édition de budget participatif, pour eux, sont fiers de leur première édition à cause des résultats. Ils ont mobilisé 4 fois plus de participants qu'ils s'attendaient. Et avec leurs collègues d'idées, ils ont l'impression que c'est vraiment un repère pour mieux répondre aux besoins de leur communauté. Même s'il y avait juste un projet qui a été voté au final. La ville de Nicolette est un bel exemple aussi parce que s'en sont maintenant à leur 6e édition. Donc, c'est important que le budget participatif, ce soit un cycle qui revient pour développer des pratiques avec la population. Pour eux, le BP a permis de développer une culture de collaboration entre citoyens, élus et professionnels. Ça permet aussi de sensibiliser les citoyens au cheminement d'un investissement, la- tout le chemin à partir de l'idée jusqu'à la réalisation.
et ça a créé beaucoup de fierté chez leurs citoyens. Enfin, on a le témoignage de Julie Roy, qui est une conseillère sortante dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. On a accompagné les 4 éditions du budget participatif d'Annecy-Cartierville. Euh, pour elle, le BP, ça permet de voir des citoyens s'exprimer pour la première fois et aussi de voir différentes façons de penser parmi les gens qui s'impliquent. Et pour elle, elle dit aussi que le résultat va au-delà des projets finalistes. Ça permet, par exemple, ça a permis de connaître l'état d'un parc, mais aussi d'avoir de meilleures connaissances sur des réalités du quartier. Donc, en conclusion, le budget participatif, ça bénéficie à tout le monde. Pour les élus, ça augmente la légitimité, la confiance, puis une meilleure capacité d'agir sur les besoins de la population. Pour les professionnels, ça crée une relation avec la population, puis une transversalité entre les services. Et pour la population, ben, ça augmente la compréhension du fonctionnement de la ville, augmente le sentiment d'appartenance, la capacité d'agir, et ça permet de réaliser quelques-unes des idées concrètes qu'ils ont. J'aborde maintenant les conditions gagnantes d'un processus qui se veut transformateur. On a 4 grandes conditions clés que je vous présente. Il y en a davantage dans notre boîte à outils, mais aujourd'hui, je vais aborder 4 éléments. Donc, c'est important d'avoir un budget porteur, un comité de pilotage, des ressources humaines qui sont dédiées, puis une participation active et inclusive de la population. Si on commence avec le budget. Les élus, c'est eux qui déterminent le budget qui va être mis au budget participatif pour réaliser les projets. Il y a 2 budgets à prévoir. Déjà, le budget de mise en œuvre du processus, donc qui va servir de faire les communications, mais aussi l'animation si on fait appel à des ressources extérieures. Et le budget pour réaliser les projets. C'est important d'avoir un montant significatif pour motiver la participation. Si on est dans une grande ville puis on a 50 000 ben les gens ils verront pas que ça vaut la peine de se déplacer, de participer puis d'aller émettre leurs idées. Mais ça prend aussi un budget qui permet de réaliser divers projets là, qui ont de l'impact. Autant de l'équipement de l'aménagement, mais parfois aussi des activités et des services. Je vais vous donner un exemple pour illustrer qu'un 50 000 qui serait en budget d'investissement PDI, ça peut être très peu si on pense au coût d'un module de jeu. Là. Dans un parc, on le sait là, que c'est plus que 50 000, 70 000 avec les installations, etc. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout un processus de budget participatif pour réaliser un module? Ça serait limité. Par contre, un 50 000 qui proviendrait d'un budget de fonctionnement ou d'un surplus budgétaire pourrait permettre de réaliser des activités très significatives pour un milieu, par exemple des rencontres interculturelles. Donc, le budget est à penser selon la taille de la municipalité, mais aussi euh, à l'impact qu'il peut avoir. Je vais vous donner 2 exemples de municipalités. Donc, l'exemple d'Annecy-Cartierville. Eux avaient un budget de 350 000 qui provenait d'un surplus budgétaire, donc qui ouvrait à des projets d'aménagement et d'équipement, mais aussi à des services et des activités. Et ils ont réalisé des activités hebdomadaires de création artistique pour les jeunes et de la location d'équipements sportifs en bibliothèque. J'en profite pour souligner, si tu veux revenir, là, ils ont créé de très belles illustrations pour illustrer leur projet, là, qui étaient très visuels pour les citoyens pour être capables de comprendre les projets facilement. On a aussi l'exemple de Gaspé, une petite municipalité de 15 000 habitants, mais qui avait un budget de 100 000 en immobilisation, donc ce qui est significatif pour une si petite municipalité, mais qui ont permis de créer un parc multigénérationnel accessible avec des sentiers, un agora puis un jardin communautaire. La deuxième condition gagnante, c'est d'avoir une co-gouvernance avec un comité de pilotage.
Il y a plusieurs municipalités qui sont réticentes à impliquer la population pour une première édition. Ils veulent le faire vite, ils veulent le faire à l'interne. Mais pour moi, c'est un réel investissement de créer un comité de pilotage dans lequel il y a des gens de la communauté. Ça favorise la légitimité, la confiance du public. On s'assure de développer un processus qui est adapté au milieu. Et on valide avec eux les trucs qu'on a décidés, avoir leur point de vue. La dernière municipalité qu'on a accompagnée, on a observé, il y avait deux élus qui étaient sur le comité de pilotage avec des gens de la communauté. On a observé que les élus étaient confiants de prendre un peu plus de risques d'innovation dans leur processus parce qu'il y avait des citoyens qui étaient impliqués dans la décision. Donc, ils disaient, ben, OK, c'est un projet pilote, on essaie, puis c'est la décision du comité. C'est pas juste l'élu qui a pris la décision de comment les critères, les activités qui seront réalisées. Euh, Aussi, on a observé dans ce comité-là une évolution de la posture initiale des élus, par exemple sur le montant minimum des projets, suite à une discussion où la façon de formuler les objectifs aussi, le comité trouvait que c'était pas très concret, donc on a reformulé. Donc c'était intéressant de voir l'évolution de la vision et des postures avec la communication, avec la population. Donc, deux exemples de comités qui ont été mis sur pied. Antique-Cartierville, qui est un arrondissement là, avec quand même 100 000, 135 000 habitants, donc c'est presque une ville en soi. Ils ont un comité, lors de leur quatrième édition, il y avait un comité avec 16 personnes. Donc, en plus du personnel municipal, il y avait deux élus. Et particularité, là, ici, 9 organismes du milieu. Mais on s'entend, là, c'est un milieu plus grand. Donc, 9 organismes qui aidaient aussi à organiser la mobilisation puis à passer le mot là, par la suite pour le vote. Plus petite municipalité, Sutton, avait un comité que j'ai mentionné tout à l'heure, là, comité qualité de vie, qui existait déjà, et avec 4 citoyens, deux élus et une personne municipale, en plus là, de la direction générale qui accompagnait le processus. Donc, troisième condition gagnante, c'est d'avoir des ressources humaines dédiées à la coordination et aux relations avec la communauté. Euh, le rôle de ces personnes-là, c'est d'assurer la liaison entre le comité de pilotage, les services municipaux, l'équipe politique, d'anticiper, de coordonner les travaux des équipes en fonction du calendrier, de mobiliser la population puis d'engager les organismes du milieu et de préparer puis animer les activités participatives. Et de coordonner, là, si vous avez des fournisseurs extérieurs là, qui vous aident au niveau de l'animation. Les équipes de développement social et des sports, peux-tu revenir, s'il te plaît, Michel? Les équipes de développement social des sports et des loisirs, là, c'est souvent les meilleures ressources, les plus habilitées à coordonner les processus, parce que c'est eux qui ont la connaissance des relations avec la communauté, qui connaissent les organismes, qui connaissent comment les inscriptions, comment vraiment la relation avec la communauté. Faut prévoir d'impliquer les communications aussi. Mais si on a des gens dans notre municipalité qui sont au développement social, sport, loisirs ou communautaire, c'est vraiment eux qui sont les mieux placés souvent pour coordonner. Enfin, ben, puisque c'est un budget participatif, on veut qu'il y ait des activités qui sont participatives, qui sont inclusives. Au-delà de l'appel de projet et d'un vote, on veut prévoir des activités qui favorisent vraiment les échanges. C'est ça qui fait la richesse du budget participatif. Donc, oui, un formulaire d'idées en ligne, mais peut-être des ateliers, un café, un kiosque pour un guide d'animation pour que les groupes puissent réfléchir aux idées ensemble. Euh, Parce que si on me demande qu'est-ce que tu veux pour ta ville, des fois, j'ai pas trop d'idées. Mais quand on parle ensemble de c'est quoi les besoins, on peut avoir vraiment des idées qui sont plus novatrices, intéressantes, qui sortent de la boîte. Aussi, on peut influencer notre point de vue. Si moi, je veux
une murale, mais que j'entends parler des projets des jeunes, d'avoir telle activité ou des aînés qui veulent se rencontrer, ça va peut-être, je vais peut-être adhérer à cette idée-là puis oublier mon projet à moi. Ensuite, dans la phase de développement de projet, oups, reviens. On- Nous, on distingue vraiment la phase de collecte d'idées de la phase de développement de projet. La phase de collecte d'idées est plus un remue-ménage, tandis que le développement de projet, c'est sur un petit nombre de projets qui ont été qui paraissent pertinent pour le groupe qu'on développe et qu'on on discute ensemble et qu'on travaille avec les professionnels pour que ce soit des projets qui puissent être réalisés. Par exemple, adapter le bon site, adapter les équipements pour que ça rentre dans le budget, etc. Et pour le vote, bulletin, mais aussi kiosque, activité en personne. Donc, on peut s'appuyer sur ce qui fonctionne dans notre milieu et innover. On pourrait faire une soupe à idées pour recueillir des idées. Donc, c'est pas obligé d'être un atelier. On peut avoir un kiosque ou innover, aller rencontrer les gens à un kiosque à l'épicerie, etc. Donc, un autre exemple d'Annecy Cartierville qui, au fil de leurs 4 éditions, là, ont vraiment innové là, dans le type d'activité. Euh, on en voit quelques-unes à l'écran, mais c'est impressionnant. Ils ont fait leur 3e édition, 40 sorties de vote sur le terrain, des porte-à-porte, des kiosques, des sorties dans les écoles, les lieux publics, les lieux communautaires. Et ils ont vraiment vu l'impact le taux de vote a doublé d'une édition à l'autre. Puis une diversification des profils. J'ajouterais là-dessus faut faire attention. Je vais faire une petite mise en garde. La participation des jeunes, c'est très séduisant pour les élus qui veulent les impliquer dans les décisions, mais ça implique beaucoup de ressources. Il faut dédier des ressources si on veut que les jeunes participent. C'est pas facile de les rejoindre. Et ONSIC est un bel exemple. Malgré le vote en ligne, les jeunes ne votent pas en ligne parce qu'ils sont pas en contact avec la municipalité. C'est vraiment les activités dans les organismes et dans les écoles qui ont permis d'aller rejoindre les jeunes. Et j'ajoute que on s'imagine parfois que c'est facile d'entrer dans les écoles. Faut pas miser là-dessus pour si on fait un processus avec des jeunes. Faut vraiment prévoir des ressources pour les rejoindre si ça fonctionne pas avec les écoles. Donc, notre boîte à outils, on a une boîte à outils, une formation et une autre formation à venir. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, dans notre boîte à outils, ben, on a un guide complet qui réunit tous les outils, mais on a une fiche explicative, plusieurs fiches explicatives, dont une sur les fondements et 6 fiches pratiques sur chacune des étapes. On a créé un aide-mémoire avec des tâches et toutes les phases qui va être en ligne la semaine prochaine, donc on pourra vous l'envoyer. Et on a un outil sur les indicateurs d'impact. Qu'est-ce qu'on évalue dans notre processus pour déterminer que c'est un succès ou non? Et c'est pas seulement le taux de vote qui est un succès. La diversification des profils, d'avoir rejoint des gens qui participent pas habituellement, c'est aussi un impact intéressant. Donc, à l'écran, vous avez toutes les fiches. Il y a la fiche fondement, la fiche préparation, idée, projet, vote, évaluation, et aussi une fiche sur la mise en œuvre des projets puis leur communication par la suite. Et vous voyez à l'écran aussi notre fiche indicateur d'impact et la fiche aide mémoire qui viendra. Donc, on vous invite à télécharger la boîte à outils. Mon collègue vous partage, je crois, le lien dans le chat. Euh, et la semaine prochaine, on aura une formation de 2 heures qui s'adresse aux professionnels pour les outiller à passer à l'action, puis on met l'emphase davantage sur la phase préparation, à quoi il faut penser, le calendrier, etc. Donc, si vous avez des gens de votre municipalité ou vous-même qui souhaitez participer, c'est possible encore de le faire. Donc, je passe la parole à Michel. Merci Isabelle. Donc voilà, c'est la fin de notre présentation.
rapide, mais qui, je pense, vous a donné pas mal d'éléments et d'informations sur ce qu'est un budget participatif, sur ce qui est important. On a dénoué quelques mythes, et on vous a rappelé quelques réalités aussi. Donc, vous en avez sans doute une vision un peu plus claire maintenant, mais vous avez aussi sans doute des questions sur comment ça peut s'adapter dans ma municipalité ou autre. Donc, on a un échange là, on a fini un petit peu plus tôt que prévu en plus, donc on a un bon 19 minutes pour échanger. Donc, vous pouvez poser vos questions en levant la main. Attends, je vais juste plus vous afficher pour bien tous vous voir. Vous pouvez lever la main dans le menu Réagir en Oui. bas de l'écran. Mhm. OK. Oui, Monsieur Gagné? Merci pour la présentation. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner petite explication de la formation à venir là, du 12 février, plus pour les équipes? On va passer sensiblement le même contenu, mais on va plus loin dans la phase préparation. Et on fait un petit atelier de 45 minutes à la fin où on échange en sous-groupe pour une simulation ça permet d'intégrer les notions et de mieux comprendre là, les enjeux, par exemple, sur la composition du comité de pilotage. Veux-tu ajouter quelque chose, Michel? Oui, non, c'est ça, c'est le contenu est un petit peu plus conséquent là. On rentre un peu plus dans le détail, puis il y a vraiment surtout cette partie où on peut rentrer en simulation et puis se rendre compte un peu plus de ce que c'est en fait, notamment pour la phase de préparation d'un budget participatif. Excellent, merci. Mylène? Oui, bonjour. Bonjour. Ben, j'avais une question en fait parce que moi, je ne travaille pas pour une municipalité, je travaille pour un OBNL paramunicipal. On est une corporation de développement. Oui. Puis on a alloué une partie de notre budget pour, on s'est dit, ah, ça serait le fun de faire un processus de budget participatif, mais je me demande, est-ce que c'est un non réservé dans le sens que là, le processus va, tu sais, on va s'inspirer de ce du processus normal d'une municipalité, mais c'est sûr que ça va être différent dans sa mise en forme. C'est juste le budget, là, nous, c'est un petit 5 000 $ qu'on s'est dit qu'on allait allouer pour. Fait que je me dis, peut-être ça va être une version un peu allégée du processus, mais c'est ça, j'étais curieuse de savoir si on peut, premièrement, utiliser le nom quand même budget participatif, même si c'est pas un budget qui vient de la municipalité. Puis, si vous avez aussi un peu d'exemples qui vient vous avez parlé tantôt d'un théâtre, je pense, qui avait aussi, qui s'était inspiré puis qui avait fait si vous avez, si vous pouviez développer par rapport à ça, je pense que ça pourrait m'aider aussi à savoir de quelle manière moi je pourrais développer le projet, là. Ben, je peux vous Merci. répondre, Ah, vas-y. Mylène. On a accompagné notamment un organisme qui s'appelle les Jardins de la Terre, qui est en grande banlieue de Montréal, là, puis qui font des légumes, des fruits, puis en fait, qui font du maraîchage, donc, et de la réinsertion de personnes en difficulté. Et puis, ben, eux, ils sont partis justement avec un 5 000 $ pour faire un budget participatif. Donc, le nom n'est pas réservé, là. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais on les a accompagnés dans ce processus-là, et puis l'accompagnement leur a permis vraiment, si vous voulez, c'est vraiment une aide au début pour une première session parce que ça leur a permis de bien mettre en œuvre tout le processus. Et puis, ils ont même réussi à obtenir un 5 000 de plus, justement, comme ils avaient déjà un projet, ils ont reçu un 5 000 de plus. Je sais plus si c'était de la MRC ou je sais plus d'où venait le 5 000 de plus. Mais en tout cas, ils ont fait vraiment une belle expérience qui a beaucoup aidé les membres et les participants de l'OBNL, notamment toutes les personnes qui étaient en réinsertion. C'était vraiment un beau projet, là. Ça marche bien aussi pour les organismes, ça fait beaucoup de sens. Ça me permet de dire que on a fait une boîte à outils pour le BP en organisme. OK, Elle est sur le même site. Vous avez juste à sélectionner organisme au lieu de OK, municipalité. Et parfait. si je me trompe pas, notre formation, elle est en ligne, celle qu'on a donnée spécifiquement pour les Exact, organismes. Super. exact. Ouais. Si on veut l'accompagnement ou le soutien du Centre d'écologie urbaine, est-ce que c'est comment ça fonctionne? Est-ce que c'est accessible à est-ce qu'il y a des coûts? Est-ce qu'il y a des j'imagine que vous avez un personnel limité aussi, là. Puis-
Le Centre d'écologie, on n'a pas de financement à la mission. Puis là, le projet qui était financé est terminé, mais on peut faire de l'accompagnement, puis on a un tarif pour OBNL. Vous OK, pouvez nous écrire. parfait, merci. Mm. Carole? On Bon, peut. C'est bonjour, bon. moi je suis une élue, donc ma vision des choses. Nous, on en a un budget participatif, c'est vous qui nous avez aidé à le partir il y a quelques années. Les montants sont conséquents, on donne autour d'1 million par 2 ans, donc une année de où là on sort les idées, on prépare le projet, puis l'année suivante, le projet, ou là où les projets sont faits, réalisés. Ma question, c'est, est-ce que vous avez des études qui démontrent que, par exemple, avec le temps, ça va de mieux en mieux fonctionner? Parce que nous, on trouve que, bien que l'argent soit là, ce sont des idées, somme toute, qu'on aurait réalisées de toute façon. Tu sais, c'est ça, des parcs, des améliorations de parcs, puis tout ça. Tu sais, est-ce qu'on a besoin d'un budget participatif pour ces choses-là? Donc, je ne sais pas s'il existe des études qui pourraient nous aider à comment réussir à aller chercher chez la population, la participation, là, mais aussi d'arriver à des budgets, à des idées là, plus, en tout cas, des idées qui pourraient être en dehors de notre carré de sable habituel. Merci Ben, je beaucoup, peux Carole, peut-être pour cette répondre. question que je trouve vraiment très intéressante. Parce qu'effectivement, on peut avoir l'idée de se dire comme ça naturellement, ben, on va en faire, puis ça va de plus en plus impliquer les gens et tout. Mais il y a aussi toute cette question d'évaluer son processus que nous, dont on fait ben, la promotion. On dit que c'est très important d'évaluer son processus, voir si les gens effectivement s'impliquent davantage, s'il y a plus d'idées, comment on a fait, comment on a mobilisé, comment on a été chercher les gens. Et puis, ça n'empêche pas d'être innovant. Comme on l'a dit, le budget participatif est un processus qui est malléable, adaptable. Et puis, vous pouvez créer des ateliers ou faire des choses qui peuvent aller mettre les gens dans des situations où ils vont être plus innovants. Vous pouvez les emmener ailleurs, mais ça prend aussi d'aller le faire, puis peut-être de construire votre processus un peu différemment. Là, vous avez de l'expérience, vous avez envie d'aller plus loin. Ben, vous pouvez peut-être le construire différemment, un peu aussi le processus, ou en tout cas faire participer les gens aussi de manière plus prononcée. Mhm. On peut aussi envisager une thématique ou changement de critères qui fait que on sort des idées d'équipement et d'aménagement de parcs qui permettent d'aller ailleurs. Ça, c'est à réfléchir. Puis nous, on peut vous aider aussi à juste avoir un regard sur votre processus puis vous faire des conseils là, au besoin là, pour renouveler un peu le processus. Ben, on l'a déjà diversifié en ce sens que on a mis, mettons, on a pris un budget de 50 000 puis on l'a offert aux écoles secondaires. Les élus et la personne d'administration ont rencontré les conseils étudiants pour qu'eux prennent à coût de 2 000 mais qu'ils fassent un. On se dit que dans les écoles, 2 000 ça pourrait faire une différence pour un party ou n'importe quoi, puis Mhm. ça partirait la roue de la participation. Donc, on a réservé un montant pour Mhm. ça. On en a fait un autre auprès des OBNL. On les a un petit peu encouragées, elles aussi, à nous présenter des projets. Tu sais, on est allé à différents Mhm. endroits pour aller chercher des idées puis de la participation, mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Faut voir là, Oui. dans le En tout temps cas, comment ça va. c'est sûr qu'on peut faire une belle réflexion là-dessus pour justement que le repartir le processus ou le faire un peu différemment. Il y a tout aussi quelque chose qu'on peut organiser autour de le rendre festif, faire la promotion des idées quand elles sont votées. Vous savez, il y a plein de façons de faire aussi pour rendre le processus un peu plus l'institutionnaliser et puis en faire vraiment un processus plus citoyen. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut discuter en tout cas, oui. Puis peut-être sur le BP Jeunesse, puisque vous en parlez, moi j'encourage qu'on fait un budget participatif et non deux processus. Puis on peut réserver une somme dans le processus, s'assurer qu'il y a des projets qui vont aux jeunes, parce que parfois, ben il peut y avoir une super bonne idée jeunesse qui va au-delà de 50 000 par exemple.
Et il pourrait avoir la même idée jeunesse et adulte pourquoi elle serait votée dans le budget jeunesse. En tout cas, moi, j'encourage qu'on fait un processus, puis on peut se mettre des mécanismes pour s'assurer que des projets jeunesse qui sont réalisés. Pour appuyer ce que dit Isabelle, parfois il y a des très bonnes idées pour les jeunes qui viennent des adultes aussi. Donc, ça peut être intéressant aussi. Hmm. Mm. D'autres questions? Oui, Manon? Oui, moi, je voulais savoir, bon, de façon bien terre à terre, là, ça coûte combien pour une municipalité pour que vous les accompagniez? Est-ce Je que peux ça peut-être dépend de répondre, Michel. la dimension, le nombre de citoyens? Est-ce qu'il y a des critères particuliers là-dessus? On peut vraiment adapter l'accompagnement selon le, vos capacités puis vos moyens. On peut faire, vous êtes autonome puis on relie, on vous conseille. On peut vous aider à mettre en œuvre seulement, concevoir votre processus puis après on vous laisse autonome. Puis on peut faire de l'accompagnement complet là, tu sais, de A à Z puis animé. Puis vraiment anticiper chacune des étapes. Fait que c'est dur à répondre parce qu'on a accompagné le budget participatif de la Ville de Montréal. Fait que vous comprenez que l'accompagnement était de plusieurs milliers de dollars. Mais on a accompagné Bergeron où finalement on les a accompagnés avec une trentaine d'heures. C'était une banque d'heures là, à l'heure. OK. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins. Mais je dirais si j'y vais de manière très générique, là, une formation aux élus professionnels puis au comité de pilotage, plus un accompagnement. On parle de quelque chose, un accompagnement de 2, 3 rencontres pour écrire la charte. On parle de 7, 8 000 dollars. Puis ensuite, un accompagnement, ben, ça peut être entre 20 et 50 selon tu sais, l'animation, selon la taille, là, puis ce que vous voulez comme. Fait que ça donne un ordre de grandeur. Mais comme je disais, là, tu sais, tout est possible, là. OK, merci. François? Rapidement, tantôt, il avait été mentionné là, que vous reviendriez peut-être sur les taux de participation, je pense. Oui. Ça pourrait être effectivement intéressant parce que là, j'entendais des 18%, puis là, c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Puis là, j'imagine, tu sais, ça a été nommé tantôt, Quartier-Ville, je pense qu'ils l'ont doublé. Mais tu sais, Ouais. c'est quoi qu'on peut s'attendre, mettons, une première année versus Hmm. peut-être après ça les années subséquentes, là? Il faut être réaliste sur un nouveau mécanisme de participation. Ça fait pas lever les foules là, parce qu'on crée ça. On dit que pour une première année, un succès, c'est 1%. Donc, ça a été le cas à Montréal, ça a été le cas dans l'arrondissement Annecy, dans le sud-ouest, Drummondville, la première année, peut-être qu'il était à 2% de mémoire, ça fait quelques années, là. Donc, on dit que c'est la base. Ensuite, tu sais, on gagne en notoriété, on fait connaître davantage, euh, euh, mais ça double pas tout seul. Tu sais, si je pense à Saint-Basile-le-Grand, par exemple, la première année, je pense qu'il avait été à 5-7%. Plus petite municipalité. Dans les plus petites municipalités, le mot se passe plus facilement. Tu sais, je me souviens à Saint-Basile, le curé, il avait fait la promotion du budget participatif. Là, les aînés avaient voté en masse. Donc, il y a comme un contact direct avec la population qui est plus facile que dans une grande ville ou à Annecy, donc la première année, c'était 1%, la deuxième année, 2%, sont allés à 4%, puis je pense leur quatrième année, quatrième édition, 6 ou 8%, là, je veux pas dire de fausseté. Donc, c'est ça. Mais il y a des plus petites municipalités là, qui ont atteint des pourcentages vraiment plus élevés. Mais 1%, on dit c'est bon la première année. Parce que là, il faut voir aussi qui participe. Par exemple, à ONSIC, on avait, je pense, la première année, 160 personnes qui n'avaient pas le droit de vote aux élections municipales parce que c'était des immigrants ou des jeunes. Fait que là, on initie des nouvelles personnes. Donc, les critères, c'est pas juste sur le taux de participation. Je vois une question sur le chat. Est-ce possible d'utiliser le budget recherche et développement d'un conseil municipal pour faire une activité en budget participatif? Et si oui, quelles seraient les balises à respecter?
Moi, je suis pas familière avec ce budget-là. Mm, Donc, je sais pas, je pourrais pas vous Ouais, répondre, j'aurais mais du si mal à c'est, répondre aussi. j'aurais tendance à dire pourquoi pas, Mm. mais je connais pas les contraintes de ce budget-là, donc Je- je- à voir. Peut-être pour sortir de la boîte, là, certaines municipalités utilisent un surplus budgétaire. Il y en a qui utilisent une partie du fonds d'investissement puis une partie de leur budget de fonctionnement, tu sais, des parcs du développement social, en fonction des budgets qui sont, des projets qui sont votés, ils vont réattribuer des ressources. Puis, il y a quelques années, en 2018, euh, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, l'arrondissement avait reçu le fonds de compensation du PMVI, là, d'Hydro-Québec. La PMVI, c'est mise en valeur du territoire parce que Hydro-Québec avait fait des installations dans l'arrondissement. Donc là, il y avait des critères à respecter, mais l'arrondissement a doublé la somme. Donc, il y avait un 350 000 qui venait du PMVI et l'arrondissement avait ajouté un autre 350 000. Donc, ça faisait un 700 000. Là, j'espère que je me trompe pas dans mes chiffres. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être 150 puis doublé, là, mais François? Ben, s'il y avait d'autres personnes, mais sinon, j'étais aussi curieux de savoir, tu sais, le processus versus 1 an, 2 ans. Est-ce que, y a-t-il des recommandations particulières par rapport à ça? ben, euh, première chose, c'est que c'est important de se donner le temps de le préparer, le processus. L'erreur fréquente que je vois, c'est un élu qui dit aux fonctionnaires, là, on veut un vote au mois de juin. Là, OK. Là, on n'a pas encore préparé le processus, on ne sait pas comment ça va être. Puis là, ça crée beaucoup de tension dans l'appareil municipal là, pour réaliser la commande politique. Donc, il faut se donner, pour un premier processus, je dis, c'est minimum 3 mois de préparation. Puis parfois, on peut se donner 6 mois, on se donne le temps de se former, de penser les critères avec un comité de pilotage, de préparer les communications, de préparer nos outils et on lance quand on est prêt. On peut aussi faire une phase de communication sur le budget participatif avant de lancer la collecte d'idées pour faire connaître l'idée. Ça, c'est positif. Pour répondre à votre question sur 1 an ou 2, c'est vraiment le processus comme tel, je pense que c'est sur 1 an. Avec la réalisation des projets, on dit que les projets ils se réalisent souvent dans les 2 ans suivant le vote. Et là, ça devient rapide parfois pour les municipalités de faire un deuxième processus tout de suite parce qu'on est en train de mettre en œuvre les projets. Fait qu'on voit de plus en plus des processus qui se font aux 2 ans, mais le processus de participation se fait sur 1 an. Parce que sinon, ça devient long pour les citoyens, là. Les citoyens, quand il en a pas entendu parler pendant 6 mois, il a l'impression que ça n'existe plus, tu sais. Mm, Donc, mm. Génial, merci pour les éclaircissements. On peut éventuellement prendre une dernière question. C'est bon? Eh bien, on a été très clair à ce que je vois. Donc, parfait. Donc, écoutez, je vais vous dire le mot de la fin. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que ça vous a éclairé sur ce beau processus participatif qui est le budget participatif. Et puis, comme vous l'avez vu, en fait, c'est vraiment on le redit, on aime à le redire, c'est pour ça que c'est si populaire, c'est vraiment adaptable, hein, selon les municipalités, selon vos moyens. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On peut se l'approprier et puis on peut en faire quelque chose de vraiment intéressant. Quand on arrive à bien le mettre en œuvre, c'est vraiment un outil qui va dans le sens de la démocratie et qui redonne du pouvoir à tout le monde, vraiment. Donc, on vous dit peut-être à la semaine prochaine, pour ceux en tout cas qui nous rejoindront pour la formation pour les professionnels. Et puis, on va aussi vous proposer une petite évaluation que mon collègue a dû vous mettre, voilà, dans le chat. On vous invite à la faire. Nous, ça nous permet toujours d'avoir un retour sur notre petit webinaire du jour. et si quelqu'un veut formuler un commentaire à l'oral, on est toujours bienvenu de vous entendre.
Merci pour votre participation. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.